Bienvenue à tous dans le vrai journal. À la une de l'actualité, interpellation de Willy Bakonga mardi soir à Brazzaville à la demande de Kinshasa. Le ministre sortant de l'enseignement primaire, secondaire et technique est accusé de détournement de fonds publics. Plénière, c'est mercredi à l'Assemblée nationale. Le caucus des députés nationaux a quitté la salle après la motion d'information de leur collègue Jackson Ahoussé. On va parler également dans ces journaux de la chute des réserves de change de la RDC où Guilain Niembo, directeur du cabinet du chef de l'État, est mis en cause. Vous suivrez également Prince Pengue, l'un des communicateurs de la Mouka, qui est l'invité du vrai journal. Tous ces titres vous seront développés tout à l'heure à la présentation Patricia Mastak. Le ministre sortant de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, a été interpellé mardi soir à Brazzaville à la demande de Kinshasa qui l'accuse de détournement de deniers publics. Il est en possession de 2 millions de dollars. Gertrude Ololo pour les détails. Bakonga était recherché par le parquet depuis le 16 avril dans le cadre d'une affaire des détournements de fonds. Ancien ministre de Sport sous les régimes de l'ex-président Joseph Kabila, il occupait depuis août 2019 le portefeuille de l'enseignement primaire et secondaire de la RDC dans l'équipe gouvernementale démissionnaire du président Félix Tshisekedi. Willy Bakonga est détenu présentement dans les locaux de la centrale d'intelligence et de la documentation. Ex-direction générale de la surveillance du territoire, DGST, a ajouté la même source sans plus de commentaires, signalant que les directeurs du service des payes des enseignants et les secrétaires généraux du ministère de l'enseignement primaire et secondaire ont été condamnés le 25 mars à 20 ans de prison pour les détournements de fonds. Un procès où Bakonga avait intervenu comme renseignant. La gratuité de l'enseignement primaire est une mesure phare du président Félix Tshisekedi. L'arrestation de Bakonga intervient moins d'une semaine après le passage de Félix Tshisekedi à Brazzaville. Et puis en réaction, le coordonnateur de l'association pour l'accès à la justice, Georges Kapiamba, demande aux autorités de la RDC de travailler vite pour obtenir l'extradition urgente de Willy Bakonga qui doit répondre de faits de corruption et de détournement qui lui sont reprochés. Jocelyne Luanga. Au maître Georges Kapiamba, Willy Bakonga doit être extradé urgemment pour répondre de faits de corruption et de détournement des deniers publics. Au nom de la CAGE, nous avons salué cette arrestation. Nous sommes dit que c'est enfin le couronnement d'un travail qui a été mené d'abord par l'inspection générale des finances, qui a permis à l'ensemble d'autres acteurs qui luttent contre la corruption et le détournement de deniers publics, de se mobiliser autour de la recherche de la vérité sur ce qui s'est passé en rapport avec les frais alloués par le Trésor public pour soutenir la gratuité de l'enseignement de base. Au moment, il est en détention au cachot du service de renseignement du Congo-Brazza. Est-ce qu'autant dire que les frontières connaissent un souci, parce que comment expliquer qu'un ministre puisse sortir sans que les services de sécurité commis à la protection des frontières ne soient au courant? N'est-ce pas là un obstacle à ce qui est en train d'être fait au pays? Oui, tout simplement qu'au vu des autres cas, notamment celui de la fuite du général Dionunumbi, nous constatons que nos services sont incapables de protéger les pays. Il doit être extradé et il faudrait que les autorités congolaises en formulent la demande. Donc s'il est là, il devra être mis à la disposition du parquet général pour qu'il soit entendu en rapport avec les faits lui reprochés. Concernant l'investiture du gouvernement Sama, le président de la CAGE appelle le député révolutionnaire de revenir au bon sens pour laisser la République avancer.
Poursuivons ces journaux. Parlons à présent de la pétition initiée contre le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, par le député national Willy Mbolio. Ces derniers l'accusent de violer régulièrement le règlement intérieur de cette institution. Images et commentaires. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Nkodia, est visé par une pétition initiée par le député national Willy Mbolio. Ces derniers accusent le président de l'Assemblée nationale de violer régulièrement et délibérément le règlement de la Chambre basse du Parlement et vouloir sacrifier la démocratie. Selon lui, Christophe Mbosso engueule le député, il confisque la parole, il ne protège pas le député d'où il doit partir. Pour Willy Mbolio, le speaker de la Chambre basse du Parlement, a le germe de la dictature de Mobutu. Christophe Mbosso Nkodia a dépassé les limites par rapport à plusieurs questions, notamment celle de l'insécurité dans l'Est de la RDC. Ces députés soutiennent que Christophe Mbosso doit dire quels sont les députés qui complotent avec le rebelle, car ce n'est pas possible de siéger avec le rebelle. Il sied de noter que cette pétition arrive au moment où la représentation nationale est tournée vers l'investiture du gouvernement Sama Lukonde. Réforme de la CENI, Lutundula vend sa proposition contre la vice-primature des affaires étrangères. La proposition de loi portant réforme de la Commission électorale nationale indépendante vient d'être complètement vidée de toute sa substance par le duo Mbosso et Kabound. Une commission parallèle mise en place par le bureau de l'Assemblée nationale a torpillé la loi Lutundula. Suivez. Nommé vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula a pris part à cette commission chargée des tripatouilles propres initiatives pour jouer à Ponce Pilate. Le nouveau chef de la diplomatie congolaise a décidé de jeter l'éponge. Il évoquera l'article 8 du règlement intérieur qui l'oblige à faire le choix entre la fonction ministérielle et son mandat de député national suite à l'incompatibilité. Le bureau désignera un autre député pour défendre la proposition de la loi portant réforme de la CENI avec de nouvelles options introduites par l'Union sacrée. Alors que la proposition de Lutundula dans son article 10 consacrait la proposition paritaire de la CENI pour garantir sa neutralité, l'équipe mise en place par Mbosso et Kabound a adopté pour une composition mixte non paritaire. Le parti politique vont se répartir le quota au prorata de leur représentation à l'Assemblée nationale. Ainsi donc, la plénière sera composée de 15 membres, dont 9 pour le parti politique, majorité et opposition, et 6 pour la société civile. Concrètement, la majorité aura 6 membres et l'opposition 3 membres. La société civile aura 6 membres, dont 2 pour la société civile. En plus, la commission permanente d'évaluation et contrôle COPEC, propose par Lutundula, a été supprimée au profit d'une commission chargée des contrôles trimestriels de la gestion de la CENI. Une autre innovation retenue par l'Union sacrée est qu'en cas d'absence de consensus sur la désignation de membres au sein d'une composante, le candidat qui a recueilli les avis favorables de la majorité de membres et qui remplit le critère sera retenu au niveau de l'Assemblée nationale. Toutefois, en cas de carence de processus verbaux portant désignation de candidats membres de la CENI ou dépassement de délai pour transmettre le processus verbaux des candidats, celle-ci est saisie d'office du dossier et statue souverainement sur la question. Signalons que les concessions religieuses ont déjà enregistré une centaine de candidatures pour la concessus de Corneille Nangaa à la tête de la centrale électorale. Restons toujours à l'Assemblée nationale. Insécurité dans l'Est de la RDC. Le caucus des députés nationaux de la province de l'Ituri a quitté la salle ce mercredi lors de la plénière après la motion d'information de leur collègue Jackson Aoussé. Ils disent suspendre leur participation à toute activité parlementaire. On voit cela avec Philippe Voupi et Kilola. Ils ont du coup quitté la salle de plénière. Qui sont-ils? Le député national du caucus de la province de l'Ituri. Ces élus décident de suspendre leur participation à toute activité parlementaire. Depuis 6 mois, il y a des tueries terribles dans la province de l'Ituri
et dans la province du Nord Kivu. Aujourd'hui, les collègues de l'Ituri ont jugé mieux de quitter la salle de suspendre leur participation à toutes les activités parlementaires parce qu'on ne peut pas être dans la salle et qu'on est en train de tirer nos électeurs. C'est un signal fort pour l'Ituri. Nous en avons marre. Évidemment, l'Est du pays, mais nous avons pris l'Ituri parce qu'il y a, n'est-ce pas, des événements récents. Il y a des événements récents, c'est comme ça que nous parlons. Là, c'est un second problème. Le vrai problème, j'ai emboîté les pas avec mes collègues de l'Ituri. Je mets ça iturien. Signalons que ces députés nationaux ont quitté la salle de plénière après la motion d'information du député national Jackson Aoussé et ils invitent leurs collègues du Nord Kivu d'être solidaires avec eux. Prenons cette nouvelle en brève. La destitution du gouverneur du Kasaï, Dieudonné Piémé, c'est mercredi 21 avril. 22 députés provinciaux sur les 28 présents dans la salle ont voté pour la destitution de ces derniers, l'accusant de mauvaise gestion et d'incompétence. Signalons que cette destitution vient après celle des gouverneurs Maweja du Kasaï oriental, Jean Bamanissa de l'Ituri, Wale Lufungula de la Chopo et Néron Bungu, vice-gouverneur de Kinshasa. Direction la province de Tanganyika, l'Assemblée provinciale de candidats de l'Union sacrée ont été élus. Que s'est-il passé le jour des élections? Les députés FCC ont été empêchés de prendre part à la plénière. Les détails dans cet élément signé Philippe Fumpi Kilola. Oh non! Vous venez vous-même d'observer, nous sommes ici comme on avait prévu à ce qu'il y aura plénière. Malheureusement, la police nous empêche, nous, d'accéder à notre hémicycle, alors que les autres passent par des voies de derrière et ils sont en train de siéger pour le moment. Nous fustigeons ça en tant que presse. Vous remarquez qu'il y a des désordres. Et ces désordres, nous ne pouvons pas tolérer. Comme ils refusent une partie des députés de siéger, nous nous rentrons, nous le laissons, c'est-à-dire que ce sera un parlement de 13 personnes.
Restons toujours dans cette province pour un retour à la stabilité des institutions provinciales. Un appel à une marche de soutien au gouverneur de la province du Tanganyika, Zoé Kabila, a été lancé mardi 20 avril dernier par la corporation de motards de la ville de Kalemi. Suivez. Il ne s'agissait pas de contrer les élections à l'Assemblée provinciale ou à l'Union sacrée. Et cette marche est plutôt de réclamer Zoé Kabila à la tête de la province du Tanganyika, explique ces motocyclistes à travers la coopération de motards de la ville de Kalemi. Et c'est une tentative de réponse à l'Union sacrée qui serait en plein préparatif de l'acte 2 après la déchéance de 2 membres du bureau de l'Assemblée provinciale pro-FCC. Aussi, une vision à faire tomber l'actuel gouverneur dont le péché est de n'avoir pas adhéré à l'union sacrée initiée par le chef de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi fait savoir les organisateurs de cette marche. À noter par ailleurs que ces motocyclistes ont réitéré leur attachement au gouverneur du Tanganyika pour son implication et son engagement dans la cause de la population et de la jeunesse de cette province. Je l'ai dit tantôt, la chute des réserves de change de la RDC. Guilain Niembo, directeur de cabinet du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, au cœur du scandale. D'après les sources de la Banque centrale, 187 23 000 $ ont été pensionnés sur les réserves de change pendant que Guilain Niembo faisant office d'ordonnateur principal des dépenses publiques. Suivez. Les réserves de change de la République démocratique du Congo, chiffrées à plus d'1 milliard de dollars américains en janvier 2019, lorsque Félix Tshisekedi a accédé au pouvoir, ont fondu comme la neige au soleil à l'espace de 2 ans. Situation inquiétante. D'après les sources de la Banque centrale, depuis les mesures conservatoires de février 2021, faisant suite à la démission du gouvernement Ilukamba, 187,23 millions de dollars américains avaient été ponctionnés sur les réserves de change. Or, à ce jour, c'est le directeur de cabinet du président de la République, Guilain Niembo, qui valide toutes les dépenses et actionne le compte du trésor public. En effet, en l'absence d'un gouvernement doté de plein pouvoir pour gérer le pays, Guilain Niembo fait office d'ordonnateur principal des dépenses publiques. Que s'est-il passé exactement? Qu'est-ce qui justifie cette chute de réserve de change en seulement 2 ans? Autant de questions jusque-là sans réponse, vu que le concerné ne s'est pas encore prononcé sur le sujet. Affaire à suivre. Et parlons de la publication du gouvernement Sama Lukonde. En réaction, Albert Moleka estime que c'était prévisible qu'il y ait de frustration à l'Union sacrée après la publication de ces nouveaux exécutifs, car l'Union sacrée n'a pas jusque-là présenté son programme ni sa vision. Suivez. Pour Albert Moleka, il faut que l'Union sacrée s'organise afin de mettre en place une charte et sa vision pour éviter toutes ces frustrations. Maintenant, le gouvernement est sorti. Tout le monde n'est pas content, bien sûr. Ceux qui espéraient un portefeuille ministériel et qui n'ont pas obtenu, c'est tout à fait logique qu'ils ne soient pas contents. Mais moi, je me souviens que plusieurs députés principaux à la mise en place de cette nouvelle majorité avaient dit, après le gouvernement, il y aura des sérieux problèmes. Une fois que le gouvernement sera sorti, les observateurs déplorent toujours que jusqu'à présent, cette union sacrée n'a ni charte, ni statut. Donc, tant en termes idéologiques ou en termes de vision, de stratégie, de programme, tout ça est encore très lui. Imaginez des gens qui ont reçu des promesses de devenir ministres, mais ils ne trouvent pas leur nom dans la liste. C'est normal qu'ils ne soient pas contents. Si vous avez des députés à qui on a promis l'argent, que l'argent ne leur a pas été payé, c'est normal qu'ils ne soient pas contents maintenant. Donc tout dépend de la réalité de l'union sacrée. Par ailleurs, cet ancien directeur des cabinets de Félix Tshisekedi pense que le gouvernement Sama sera jugé par ses actes. Nous aurions une première lumière lorsque le nouveau gouvernement va présenter son programme au Parlement, parce que là, nous saurons que voilà ce que ce gouvernement prétend faire en autant de temps, avec tel ou tel moyen.
Et là, on pourra réellement commencer alors à juger ce gouvernement sur, à partir de ces actes. Nous voici arrivés à la deuxième partie du vrai journal. Place à présent à l'invité. Bienvenue, invité du journal. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau Prince Epengue, président de l'ADD Congo et communicateur de la MOUCA. Prince Epengue, bonjour. Bonjour. Voyons, combattant de la liberté depuis des années maintenant. Oui, pour le bien-être de notre peuple, la lutte doit continuer impérativement. Sous Fachi, sous Kabila, différence par rapport à la lutte? Aujourd'hui, il y a quand même une avancée par rapport à la liberté. Sur le plan pratique, Fachi est le sosie politique de Kabila. Et donc, la lutte sous Fachi doit davantage s'intensifier dans la mesure où il n'y a pas de pire dictature que celle qui s'exerce sous l'ombre des soi-disant états de droit. Mais en réalité, c'est tout simplement une dictature pure et dure qui est tout simplement déguisée sous l'appellation de l'état de droit. C'est peine que les images sont fortes, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe finalement? Cette situation de l'Est, on dit que certains sont complices, on dit que des députés sont complices, mais avec des images qu'on voit aujourd'hui, c'est très révoltant. Vous, en tant que citoyen congolais, en tant que leader de la jeunesse, qu'est-ce que ça vous fait de voir ce qui se passe dans l'Est? Et il faut quoi pour y mettre fin? Oui, on ne peut pas se sentir fier d'être appelé Congolais quand on voit ces cortèges des massacres à l'Est. C'est plutôt une certaine indifférence. Parce que celui qui n'empêche pas un mal l'encourage nécessairement. Commençons par celui qui est à la tête de l'État. Nous connaissons par quel mécanisme il est arrivé là. Malheureusement, Félix est sur une fausse piste. Félix pense que la guerre à l'Est est une guerre interethnique, intercommunautaire. Première erreur. Deuxième erreur, il dit ceux qui meurent dans cette guerre à l'Est le sont par ce qu'il appelle les dégâts collatéraux. Et troisième grosse erreur, c'est qu'il pense que la solution viendra par une diplomatie intensive ou pas avec le régime Kagame. Je ne parle pas du Rwanda comme État, parce qu'avec le peuple rwandais, nous, on n'a aucun problème. Mais avec le régime Kagame, là, il y a un problème. Parce que Kagame est incapable de concevoir l'avenir du Rwanda autrement que par le pillage des richesses du Congo. Et par voie de conséquence, il finance des groupes armés. Les groupes armés sèment les troubles, et comme il est pêcheur à nos troubles, tant que le Congo est en instabilité, le Rwanda peut continuer à piller nos richesses. Raison pour laquelle vous avez vu d'ailleurs le dernier assassinat de l'ambassadeur de l'Italie. Croyez-moi, c'est le Congo qui perd. Je peux vous dire, je crois, un chiffre simple. Je crois en 2008, 2015 ou 2016, rien qu'en termes de retombées touristiques au Rwanda, le Rwanda avait fait plus de 600 millions de dollars. Pour la même année, le Congo avait fait moins de 4 millions de dollars. Mais qu'est-ce que le Rwanda a de spécial que le Congo? Les montagnes, on en a plus qu'au Rwanda. Des gorilles, des okapis. Donc, en termes de faune et de flore, le Congo a tous les atouts. Donc, il faut pour attirer les touristes. Et quand un ambassadeur est assassiné sur la terre congolaise, ça fait une très mauvaise publicité pour le tourisme au Congo. Et de l'autre côté, au Rwanda, ça fait de bonnes affaires parce qu'il a assez imposé la paix chez lui. Comment on n'est pas en mesure de mettre un terme à cette situation? Comment le petit Rwanda, jusqu'au quand, continuera toujours à nous marginaliser? Mais commencez par se poser la question de savoir, ces atrocités n'ont pas toujours existé. On a connu un certain Mobutu dans ces pays. Ces violences à l'Est n'ont pas toujours existé. Elles existent maintenant. Pourquoi? Nous avons parlé de l'autorité de l'État. Mais il y a un effet levier. Il y a une relation de cause à effet entre un chef légitime, capable, au pouvoir, au sommet de l'État, et le rétablissement de l'autorité de l'État. Quand vous avez un président qui est atterri au pouvoir dans les conditions que vous connaissez, et qui pense que sa légitimité, il l'aura en faisant des concessions ou en affrontant ses homologues africains,
déjà nous nous mettons en difficulté. Donc voilà pourquoi au sein de la coalition Lamuka, au sein de mon parti des Congo, nous pensons qu'il faut commencer par avoir un dirigeant et un nouveau leadership au sommet de l'État. D'accord. Un dirigeant qui a une vision globale, un dirigeant qui a un portrait robot dans sa tête du Congo, qu'il compte donner. Pas un dirigeant haineux, hein, parce qu'on vous taxe, on dit que vous, votre leader Martin Fayulu, il y a de la haine et non des critiques objectives pour changer le pays. J'ai répondu à cette question le jour où on me donnera exactement la définition de ce que c'est que la haine. Ils disent haine à haine. Si être haineux, c'est dénoncer que la présidence, depuis que Félix est là, tous ces budgets, il crève le plafond, il mange toujours les doubles ce qu'on lui prévoit. Si c'est ça être haineux, eh bien, peut-être qu'on l'est, mais c'est que tous les Congolais le sont. Parce que si être aîné, c'est voir les conseillers de Félix Tshisekedi se promener avec les voitures de la présidence dans les cousouets, dans les restaurants de Kinshasa, vont en boîte de nuit en journée, c'est ça être aîné, c'est que tous les Congolais sont aînés. Parce que nous ne sommes pas aveugles dans ces pays. Si être aîné, c'est de constater que depuis qu'il est là, pendant ces 2 ans du mot au pouvoir, ça fait près de 4000 Congolais assassinés à l'Est. Vous avez suivi le dernier communiqué des catholiques qui disent que rien que pour la vie de Bounia, il y a eu 2000 Congolais assassinés. Si être aîné, c'est de constater, dénoncer ces choses-là, c'est que tous les Congolais sont aînés. Et pire, quand les journalistes dénoncent, il y en a un qui a parlé de $20 de prime, il a démêlé Israël Mutombo, mais on ne sait pas exactement, alors qu'on nous dise combien perçoit la prime de militaire pour se battre dans l'Est, finalement, pour que les journalistes le disent à la télévision. Mais c'est très bonne question. Est-ce que vous savez que certains de nos militaires sont obligés d'acheter les propres tenues, autant que les policiers? Est-ce que vous savez que certains de ces militaires-là vont au front, à peine qu'il ait reçu un coup de balle à la jambe, de l'autre côté déjà sa femme, ou qui perd la vie, et sa femme est expulsée du camp militaire. Est-ce que vous savez que ces militaires-là, les soldats arrivent toujours ou généralement en retard? Et l'année passée, vous avez entendu les cas des rations des militaires qui s'étaient volatilisées à Beni. Donc, les militaires ne sont pas en mesure de mener cette guerre. On a des militaires compétents, on a des militaires qui ne sont pas dans les conditions. Qui ne sont pas dans les conditions. Il faut les mettre dans les conditions nécessaires. On dit oui, mais on n'a pas assez d'argent. Vous allez voir les budgets pour le ministère de la Défense, les taux d'exécution, peut-être 50%, peut-être 60%, mais les budgets de la présidence, taux d'exécution, 120%, 130%. Pourquoi tout ceci? Et quand vous dénoncez, on vous dit, vous êtes aîné. Bon. À chacun sa définition de... C'est pour ça que vous avez vous appelé une marche ce week-end? La marche, fondamentalement, nous l'avons initiée, le présidium de la Mouka, le président Elie Martin Fayulu et Adolphe Moïse l'ont initié pour dire non au génocide. Le président qui? Le président de la République démocratique du Congo, véritablement, authentiquement, originalement élu par le peuple. Vous savez, on peut être chef de l'État, mais on n'est pas président de la République. La légitimité ne se transmet pas de cette manière-là. Dans ce cas, Martin Fayulu doit aller dans l'Est et alors mettre son QG là-bas. Non, comme il est président. Il a la légitimité, mais il n'a pas l'impérium. Ah, par contre, Félix a l'impérium, mais il n'a pas la légitimité. Mais il ne contrôle pas les dominums. Les domaines de l'État, il ne les contrôle pas. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que Félix ne contrôle que Kinshasa? Oh. Vous n'avez pas l'impression? Et que toutes ces actions, ce qu'il fait, c'est avant tout, c'est un peu des actions à la quinoise ou à la quinoiserie, comme disait Kofi Olomide. Tout fait pour plaire aux Quinois. C'est comme ça que vous le voyez tantôt dans des deuils, tantôt dans des fêtes, tantôt dans des mariages, tantôt aller lancer le démarrage d'un colmatage des nids de poules à la 10e rille et à la 3e rille. Quand un chef de l'État est réduit à ce type de tâches, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il ne se sent pas à l'aise dans son costume. Alors la marche, c'est quoi? Eh bien, la marche, c'est tout d'abord dire non au génocide congolais. En fait, c'est une marche de soutien aux populations de l'Est. Moi, je suis, c'est samedi 24. Le point de départ, nous commençons par la circonscription révolutionnaire de la Tchangou, c'est-à-dire la place Pascal à Massina, et nous allons cheminer parce que le boulevard est grand. Pourquoi seulement la Tchangou? Parce que c'est là, on dit que votre fief est là. Si la Tchangou est notre fief, pourquoi Félix était parti voter dans notre fief? Félix habite à Limité 12e rue. Il a quitté Limité pour faire 5 km pour aller s'enrôler à la Tchangou.
et prendre sa carte d'électeur à la Tchango. C'était pour quelle raison? Déjà, vous êtes un vieux journaliste, un vieux routier dans ce domaine ici. Vous avez vu Etienne Tshisekedi de toute sa vie commencer une marche à l'IPN? À l'aéroport assez souvent. Donc, c'est dans la notion de fief, moi je suis politologue de formation, nous pouvons commencer, Martin Fayulu peut commencer la marche partout, même par le fleuve Congo. Même par l'Imété aussi. Les gens seront là. Seulement, le boulevard est grand, et vous savez que quand nous décrétons une marche, ce sont des millions de gens. Pour des raisons de sécurité, nous allons commencer par le boulevard Lumumba, et Pascal Never, pour chuter au boulevard Triomphal. Avant tout pour soutenir les populations de l'Est. Avez-vous déjà informé l'autorité? Est-ce que l'autorité a donné son cutus? En fait, déjà, il faut déjà partir de la logique selon laquelle ce sont des autorités tous légitimes. Mais pour obéir à la Constitution qui est la loi mère, nous avions saisi depuis déjà 5 jours l'autorité urbaine, on l'a informé. Nous sommes dans le régime d'information. Ils ont réagi déjà? Et on n'a pas besoin. La Constitution ne nous dit pas que Ngobi Et s'ils disaient que pour des mesures de Covid, des consorts, vous ne pouvez pas sortir de la rue, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse nuit, qu'il fasse jour, qu'on amène l'armée de l'Irak ou les Américains ici, vous nous verrez dans la rue, nous marcherons. À moins que ces jours-là, Félix nous brandissent les certificats d'enregistrement du Congo comme une propriété privée de l'UDPS, là, nous ne marcherons pas. Vous venez là de suivre Prince Pengue, l'un des communicateurs de la plateforme Lamuka, qui a parlé de la marche prévue ce samedi 24 avril, qui est initiée par cette plateforme Lamuka pour dénoncer des tueries en répétition dans l'est de la RDC. C'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi, Madame, Messieurs. Ce journal est terminé. Au revoir.